C'est le genre d'homme qui semble infatigable. Metin Arditi a quitté la Turquie à l'âge de 7 ans. Arrivé en Suisse, il étudie les sciences à l'école polytechnique de Lausanne. Il devient diplômé en physique puis en génie anatomique. Mais sa passion, c'est l'art. Le voilà, présidente aux destinées de l'orchestre de la Suisse romande, signant des éditoriaux influents également dans un hebdomadaire helvétique. Et aujourd'hui, il publie son 11e roman. Bonsoir Metin Arditi, merci d'être avec nous. Vous êtes donc écrivain, notamment L'enfant qui mesurait le monde. C'est aux éditions Grasset. Vous étiez jusqu'hier en lice pour le Goncourt. Alors, vous ne figurez hélas pas sur la deuxième liste, la deuxième sélection. Alors vous savez, on demande toujours à celui qui a le Goncourt, comment est-ce que vous avez appris la nouvelle? Je vous le demande. Vous, comment est-ce que vous avez appris que l'histoire s'arrêtait là pour ce prix cette année? Eh ben, j'étais dans le TGV, je venais à Paris, j'étais en train de déjeuner, j'ai appris la nouvelle et ça m'a pas coupé l'appétit. J'étais très content d'être dans la première sélection. Ouais. Vraiment, j'étais ravi. J'ai vu immédiatement qui ne figurait plus dans la deuxième sélection. Effectivement, c'était des gens, des écrivains de grande qualité, ouais. Karine Thuil, Natacha Pana, Mauvigné. Vraiment, il n'y a là-dedans aucune injustice à ce que moi, je n'y figure pas. Alors, l'histoire de votre nouveau roman se passe à Kalamaki, île grecque dévastée par la crise économique. Elle met aux prises 3 personnages. Il y a le petit Yanis, qui est muré dans son silence et qui mesure tout, on va voir. Il y a aussi Maraki, sa mère, qui se lève très très tôt pour gagner sa vie en pêchant à la palangre. Et puis il y a Elliot, qui est architecte, il a perdu sa fille. Et du coup, il poursuit le rêve, l'entreprise de sa fille pour une étude. Il parcourt aussi la Grèce à la recherche du nombre d'or et il raconte les grands mythes de la Grèce au petit Yanis dont je parlais. Votre roman, on a le sentiment qu'il met aux prises 3 solitudes qui se rejoignent. Tout à fait. Et au début du roman, chacun de ces 3 personnages est vraiment au fond du trou. Ouais. Et au fil de l'histoire, chacun va se reconstruire en reconstruisant l'autre. Et en faisant cela, non seulement ils vont eux-mêmes émerger de leur enfer, parce que c'est là où ils se trouvent au début de l'histoire, mais en plus, ils auront un autre rôle. Sur cette île, dans cette histoire, il y a donc 2 projets qui sont en concurrence. La construction d'un grand ensemble hôtelier, un brin vulgaire, mais néanmoins économiquement très intéressant pour les gens de l'île. Ils ont besoin de gagner leur vie. Et puis une école de philosophie magnifique qui restaure en quelque sorte l'honneur de la Grèce perdue aujourd'hui avec tout ce qui s'est passé, la crise, Bruxelles, etc. L'île s'entre-déchire entre ces 2 projets. Et au fond, ce sont ces 3 personnages, et en particulier Yanis, cet enfant qui ne parle presque pas, qui ne supporte pas qu'on le touche, qui passe son temps à compter, à mesurer le monde, parce qu'il craint évidemment que le désordre n'envahisse sa vie. Et cet enfant se bat vraiment de toutes ses forces de petit enfant. Par exemple, il doit apprendre à nager parce qu'il s'est presque noyé un jour. Justement, la première phrase du livre, justement, précisément, je la cite, « On les aurait pris pour des jumeaux, seule leur expression différait, l'un avait le regard absent, l'autre semblait exaspéré. » Vous parliez de natation, c'est la mère qui donne une leçon de natation à son fils. Je cite cette phrase parce qu'elle est emblématique de votre roman. Il est baigné de mer, de soleil, on est sur une île grecque, mais au lieu de ça, cet enfant, Yanis, qui mesure le monde, comme vous le dites, eh ben, il est en noir et blanc, lui. Oui, c'est-à-dire rien ne doit changer pour Yanis, pour qu'il soit apaisé. Toute modification dans sa vie peut déclencher une crise. Ça va jusqu'à l'emplacement très précis du verre de lait lorsqu'il va à table dîner le soir. Et sa façon à lui de répondre à ses angoisses et de mesurer l'ordre d'arrivée des bateaux de pêche le matin, les quantités pêchées par bateau, par type de poisson, etc. Puis il fait des statistiques, il compare à des moyennes historiques. Et il compare à des moyennes historiques, il calcule le désordre du monde et chaque soir, avant d'aller au lit, il réalise, selon un autre protocole, un certain nombre de pliages. Chaque pliage
restaure un point de désordre, et lorsqu'il a restauré l'ordre du monde, il va dormir. Il va dormir. Il y a une amitié bouleversante dans votre roman entre Yanis et cet architecte à la retraite. Il y a même beaucoup de tendresse. Que nous dit ce lien? Vous savez, quand j'ai terminé l'écriture de ce livre, je me suis posé cette question. Moi, j'ai raconté une histoire. Je crois que ce que cela dit, c'est que pour se reconstruire dans la vie, et on a tous des moments où on doit se reconstruire, on ne peut pas le faire seul. On ne peut se reconstruire qu'en reconstruisant quelqu'un d'autre. C'est tout à fait paradoxal. Quand on veut construire sa maison, on la construit soi-même, on ne va pas construire celle du voisin. Eh bien, pour les sentiments, c'est autre chose. On passe par le voisin. Et pourquoi est-ce que vous avez décidé de situer cette histoire dans cette île grecque? Parce que j'ai un lien avec la Grèce. Cette île est donc imaginaire, mais j'ai un lien de longue date avec la Grèce. J'ai une maison sur l'une des îles grecques, Spetses, où je vais depuis très longtemps. Donc j'ai un lien très fort avec ce pays. Et pas seulement un lien avec ce pays, avec une partie de ma famille qui est grecque, mais aussi une grande admiration pour la Grèce. Cette admiration, vraiment, elle augmente avec le temps. Nous devons beaucoup à la culture grecque. Et ce pays qui est vilipendé, qui est très largement responsable de ce qui lui arrive. D'ailleurs, dans le livre, je ne les épargne pas, mes amis, a malgré tout donné à l'Occident les fondements de sa culture. Mais en quoi cette île grecque, vous le disiez, imaginaire, est-elle propice pour parler du monde d'aujourd'hui, au fond? Parce que c'est ce dont il était question dans votre roman. C'est une parabole. Alors, bien sûr, bien entendu, c'est une parabole. C'est le choc entre les exigences de la globalisation, du monde économique. La Grèce est victime de la globalisation. Cette idée de placer la Grèce dans la zone euro est une idée absurde. Mais voilà, elle s'est trouvée là-dedans et elle ne sait pas maintenant comment s'en dépêtrer. Vous avez été professeur et puis il y a 15 ans, vous avez décidé de vous mettre à écrire. On a le sentiment que votre vie bascule dans l'observation du monde, éditorialiste, romancier. Oui, dans l'observation, mais aussi dans l'action. Enfin, je m'en suis jamais détaché. Oui. Vous avez d'ailleurs sauvé un cinéma, notamment. Oui, entre autres. Et puis, j'ai mes activités au Proche-Orient, en Turquie, en Arménie, qui sont autant dans l'action qu'on peut l'être. Mais c'est vrai que, vous savez, la littérature, c'est magique. C'est un peu, pour moi, c'est ma religion. Et la littérature vous permet, avec beaucoup d'astuces, elle est très astucieuse, la littérature, elle vous permet de tourner autour des autres et autour de vous-même, d'observer de la manière peut-être la plus douce possible, en vous disant « ce n'est pas moi ». Donc, je peux m'en approcher sans crainte, alors qu'en réalité, on sait bien que c'est de soi qu'il s'agit. Vous êtes le cousin de Pierre Arditi, comédien français. En tant que mécène, je le disais, vous avez sauvé d'ailleurs un cinéma à Genève. Vous donnez des cours d'écriture romanesque. Vous avez une fondation aussi qui s'appelle Les Instruments de la Paix Genève. Et vous êtes envoyé spécial de l'UNESCO pour le dialogue interculturel. Voilà qui m'amène à cette question. Ce dialogue interculturel est mis à mal aujourd'hui par des extrémistes de tous bords. Est-ce que ça vous inquiète ? La situation est évidemment catastrophique. Vous parlez du Moyen-Orient. Globalement, et aussi, évidemment, ça nous touche, n'est-ce pas, en Occident. Ah oui, c'est évidemment quelque chose de catastrophique. Ce que nous essayons de faire avec l'écriture, avec la littérature, avec la culture, c'est une goutte d'eau. Je veux penser que c'est une goutte d'eau dans le désert, pas dans l'océan, où on ne la... elle amène rien, une goutte d'eau dans l'océan. Une goutte d'eau dans le désert, on ne sait jamais. Il y a peut-être quelque chose qui peut sortir de ça. Homme de science, homme de lettres, donc c'est d'ailleurs ce lien, on le retrouve avec le nombre d'or dans votre roman. Il y a un peu moins d'un an, vous décidez de vous adresser à travers une lettre ouverte à Recep Tayyip Erdogan, le président de la Turquie. Vous lui demandez de reconnaître le génocide arménien. C'est une ligne rouge pour le pouvoir en Turquie actuel, mais pas seulement, précédemment également. Aujourd'hui, si vous deviez prendre la plume pour vous adresser au président turc, que lui diriez-vous ? Aujourd'hui, la situation est très compliquée parce qu'il y a eu ce coup d'État avorté
évidemment, il a amené en Occident une avalanche de critiques pour ce qui s'est passé ensuite, disons, sous l'égide du président. Moi, j'ai beaucoup de peine à me faire une opinion, tout simplement parce que je ne sais pas quelle est la réalité Gülen. Vous voyez, tout ce qui se passe... qui est accusé d'être derrière le coup d'État, hein, qui vit en exil aux États-Unis. Voilà. Et il faut quand même se dire que derrière ce que fait Erdogan, il y a une stratégie, on peut ne pas la partager, mais elle est cohérente. Il se fonde sur un peuple qui a, avec son État, un lien très fort. C'est peut-être la chose qui le distingue le plus du peuple grec, qui n'a pas ce lien avec son État, qui a le lien avec le pays, mais pas avec l'institution étatique. Évidemment, ce qui est en train de se passer affaiblit la Turquie sur le plan économique. Je ne crois pas que Erdogan prenne ses décisions pour affaiblir le pays. Il est quand même beaucoup trop intelligent pour ça. S'il les prend, pourquoi le fait-il? Quelle est la réalité Gülen? Donc de cette réalité, moi, je ne sais rien. Maintenant, si vous me posez la question concernant la reconnaissance du génocide, je dirais exactement ce que j'ai dit il y a une année. Je ne varierai pas d'un iota, je ne lui ai pas demandé, hein, je l'ai suggéré tout simplement parce que je crois, et je l'ai suggéré en tant que citoyen turc, que je suis aussi, et en tant que citoyen qui aime profondément son pays. Et je pense qu'il bénéficierait à ce moment-là d'une aura et je dirais d'une reconnaissance exceptionnelle. Vous aimez la Turquie, vous aimez également la Suisse, votre pays. Vous préparez d'ailleurs pour 2017 le dictionnaire amoureux de la Suisse. Juste pour finir, est-ce que vous pouvez nous donner, Metin Arditi, une entrée de ce dictionnaire? Oh là là, bien sûr. La première, Alinghi, le bateau de Bertarelli qui a gagné 2 fois la Coupe de l'Amérique. Grande aventure pour un pays sans ressources et sans mer. Il manquait plus que le sport. Voilà, on termine par le sport. Merci beaucoup, Metin Arditi, d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous. Merci à vous.